Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Forum économique breton dans cette belle région malouine qui nous accueille. Bonjour Loïc Chenet-Girard. Bonjour. Alors pour commencer, je me devais quand même de vous dire deux choses. La première, c'est que je suis très honorée et c'est un plaisir immense pour moi d'être ici en Bretagne aujourd'hui. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas bretonne, certes, mais je séjourne beaucoup en Bretagne et je suis très attachée à cette région, donc je suis très très contente d'être ici. Et puis le deuxième point que je tenais à vous partager aujourd'hui, c'est que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, que je porte au quotidien avec conviction. Donc ravie de pouvoir être à vos côtés dans le cadre de ce forum économique breton. Ce forum économique breton, en cette semaine de rentrée, marque la rentrée économique de la région Bretagne. Depuis quelques années, cet événement est devenu un lieu de rencontre incontournable pour les acteurs de l'économie régionale qui rassemblent les forces vives de la région pour dessiner ensemble un nouveau projet de territoire. Alors, peut-être quelques chiffres pour préciser ce FEB. 70 partenaires, 100 conférences, 150 intervenants. Et pour cette nouvelle édition, plus de 3000 personnes sont attendues. Et je tenais quand même également à préciser que le FEB est classé dans le top 5 des événements économiques B2B français. Et on peut être fier de ça. Loïc Chenet-Girard, il s'agit de la 4e édition déjà du FEB qui cette année s'inscrit avec la thématique réinventer les modèles pour une croissance régénératrice. Les défis sont nombreux et immenses pour assurer un monde vivable, durable, soutenable et équitable. Pourquoi cette thématique et quelle traduction en faites-vous précisément ? Bonjour, ne vous inquiétez pas, on ne naît pas breton, on le devient. Donc vous allez aussi devenir bretonne, comme toutes celles et ceux qui prennent plaisir à goûter cette terre extraordinaire. Moi, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis ravi de cette 4e édition du FEB, intuition de Christian Pousset il y a presque 5 ans, qui était un pari et aujourd'hui il est réussi. Je suis ravi de vous accueillir tous et toutes. C'est une rentrée, une belle rentrée où on se retrouve tous parce qu'on aime la Bretagne, parce qu'on aime notre pays, parce qu'on aime l'Europe et on a conscience qu'ensemble on peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, le thème qui a été choisi par les entreprises est à mon sens au cœur du sujet. Comment continuer à développer nos territoires, comment continuer à développer vos entreprises, créer de l'emploi, ce qui est indispensable dans la période que nous connaissons, tout en intégrant les limites planétaires et donc en intégrant dans les règles du jeu, dans les règles du business, ces limites et donc une croissance régénératrice qui prend soin du vivant, qui prend soin de la biodiversité, qui prend soin du climat. C'est le seul chemin, c'est le seul chemin. Et il faut le faire avec enthousiasme, avec détermination, et avec un chemin bien balisé où tous ensemble on regarde dans le même horizon, dans la même direction pour entraîner notamment nos jeunes et toutes celles et ceux qui ont la chance de pouvoir décider à un moment. Et vous êtes tous ici parce que vous avez la capacité de décider. Alors vous évoquiez justement les jeunes, il vous tenait à cœur de laisser la pleine place à cette jeunesse. Dans un instant sur cette scène, un panel de jeunes va interpeller des responsables politiques et économiques. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette jeunesse dont l'héritage est lourd et subi, qui œuvre chaque jour avec force et conviction mais aussi avec une certaine anxiété et qui se doit de composer dans un monde fragile et incertain ? Je ne vais pas utiliser la tarte à la crème habituelle de la jeunesse et notre avenir parce que la jeunesse elle est déjà là. Elle décide déjà, elle prend déjà des décisions, y compris dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, où ils comprennent qu'ils ont la capacité d'agir sur leur classe, sur leur école, sur la société tout entière. Donc il faut intégrer les jeunes dans nos équations, dans nos manières de penser l'avenir. Nous le faisons avec les collègues élus locaux. Je vois monsieur le maire qui est là, je le salue. Il y a des conseils de jeunes partout, mais ça ne suffit pas. Il faut l'intégrer dans nos débats pour comprendre leurs attentes et l'intégrer là aussi dans nos modèles. Nous avons tous des problèmes de recrutement. Tous, entreprises, collectivités, nous avons conscience que les aspirations des jeunes ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Les buts, les attentes, les envies de projets de vie ne sont plus les mêmes. On peut dire c'est pas bien, on peut dire c'est pas comme ça qu'on voudrait que ça avance, mais c'est la réalité. Donc intégrons cela et mettons-le en équation pour pouvoir, par l'intelligence et par le dialogue, construire là aussi des nouveaux modèles pour les inclure dans les modèles et faire en sorte qu'avec eux, on transforme profondément avec 2 objectifs. Encore une fois, faire ensemble, vivre ensemble et lutter pour la justice sociale, c'est important si on veut garder de la cohésion dans notre pays, assumer ces transitions qui sont indispensables pour survivre sur cette planète, faire en sorte que l'humanité puisse rester dans un environnement vivable, et puis à mon sens, lutter pour garder la démocratie. Garder la démocratie.
Et ça peut sembler grandiloquent, ça peut sembler peut-être un peu loin de nos préoccupations du quotidien, et pourtant, la démocratie est un bien bien fragile, et face au choc que nous allons vivre, face aux transitions extraordinaires que nous avons à gérer, ce sujet de la démocratie doit être remis sur la table, et la jeunesse, pour le coup, elle doit être au cœur des débats avec nous sur ces sujets. Et merci de le rappeler sur ce sujet de la démocratie qui est en effet essentiel. Nous allons accueillir notre panel de jeunes, mais également notre panel de décideurs politiques et économiques. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Je vais vous les présenter au fil de l'eau et je vais suivre religieusement l'écran pour ne pas me tromper dans l'ordre des personnes qui vont monter sur scène. J'appelle en premier lieu Salomé Alanik. Salomé, tu peux nous rejoindre sur scène. Ensuite, Emmanuelle Cadieux, directrice générale de Cadieux Industrie. Nathan Guillemot, qui est vice-président étudiant de l'université Rennes 2. Benoît Cattel, directeur général de BPGO. Martin Gigado, agriculteur. Emmanuel Etis, recteur de l'Académie de Rennes. Oscar Landry, qui est étudiant entrepreneur et également fondateur de Unel, on peut l'applaudir. Jean-Pierre Farandou, président directeur général de SNCF. Pierre Lenoir, qui est étudiant et CEO de Villeco. Jean-Philippe Lamarca, directeur régional Bretagne d'Enedis. Mathilde Lezac, chef de projet Smart Grid Enedis Lab. Et enfin, Anne Le Goff, directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkea. Nous sommes au complet. L'image est belle, voici notre panel au complet. Je tenais donc juste à vous préciser que dans un instant, chaque jeune adressera une question à l'un des décideurs ici présents sur cette scène. Et je me dois également de vous préciser, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai un rôle qui n'est pas très sympa, qui est d'être maître du temps. Vous le savez, le programme du FEB est riche et dense. Donc je serai de temps en temps contrainte de veiller au temps et de vous couper. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas par avance. On va commencer par toi, Salomé. Salomé, je rappelle que tu es conseillère Banque Populaire Grand Ouest. Tu as 23 ans. Tu viens de terminer ton alternance, tu es jeune salarié et tu étais ou tu es toujours ambassadrice de la communauté des alternants BPGO. Je te laisse le micro et je te laisse poser ta question. Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui je vais m'adresser à Emmanuel Etis. J'ai une question pour vous. Alors aujourd'hui, à votre sens, les études et les formations proposées sont-elles adaptées aux enjeux auxquels nous devons faire face ? Ne faudrait-il pas repenser notre modèle éducatif et développer donc des études dont l'objectif sera de former les jeunes au modèle de croissance régénératrice de demain ? Merci beaucoup pour cette question. Je vois qu'on commence sérieusement, comme toujours, sur le modèle éducatif. Le président de la région l'a dit. Sachez évidemment que nous, on est très, très impliqués dans Bretagne. On a eu la visite il y a 2 jours de la Première ministre qui venait en Bretagne précisément pour l'excellence du modèle scolaire breton et sur ce qui peut inspirer le reste de la France. Donc on en est très fiers. Ça, je tiens vraiment à le dire. Et vous dire qu'en tout cas, nous y pensons en permanence. On est dans une logique et on travaille avec la région Bretagne actuellement pour réformer toute la carte des formations sur en tout
cas la voie professionnelle, ça fait partie des défis portés par le président de la République également. Et en 2026, on doit arriver effectivement à une révision de nos formations pour qu'elles puissent être plus insérantes, plus intégrées et surtout plus adaptées à nos territoires socio-économiques. Et on va travailler département par département aussi en Bretagne pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. Ceci étant dit, moi j'entends aussi souvent cette critique, attention aux formations qui seraient beaucoup trop adéquationnistes, et le modèle de croissance qu'on doit penser, c'est aussi un modèle extrêmement ouvert, d'abord parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, on est dans un moment, et j'ai un agriculteur à côté de moi, où par exemple dans les familles d'agriculteurs, les enfants n'ont pas forcément envie de reprendre les entreprises, on voit des nouveaux arrivants, donc comment est-ce qu'on laisse la place aux nouveaux arrivants et comment est-ce qu'on forme autrement, et puis comment est-ce que justement les enfants qui n'ont pas envie de continuer dans des filières de leurs parents, eh bien, ont envie de s'ouvrir sur autre chose. Ça fait partie aussi des questions qu'on doit avoir. Je vais vous dire autre chose, je ne pense pas qu'il y ait aucune formation qui soit cette espèce de formation rêvée qui serait « je dispose de toutes les compétences pour intégrer une entreprise » et d'ailleurs, ce serait une très mauvaise idée. Pourquoi ? Quand on voit qu'on traverse systématiquement des modèles qui changent en permanence avec des nouvelles attentes, des nouveaux attendus, ce qu'on attend des gens qui sont formés aujourd'hui. C'est des jeunes qui puissent s'adapter à toutes les situations, qui puissent, on l'a vu au moment de la crise financière, il y a plus d'une dizaine d'années, voilà, je suis hyper bien formé, on avait des écoles d'ingénieurs qui formaient très bien, et puis hop, j'arrive en entreprise avec ma fiche de poste, et puis là on vous dit, attendez, il y a tout qui est en train de changer autour de nous, comment on s'adapte au contexte ? La fiche de poste, on la sort, et dit, c'est pas pour ça que j'ai été recruté. Vous voyez qu'il y a un vrai sujet de fond. Quelles sont les compétences qu'on donne ? Quelles sont les ouvertures culturelles qu'on offre ? Aujourd'hui, on l'a évoqué, modèle de transition écologique. Dans nos universités, cette année, la ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité que tous les enseignants-chercheurs intègrent des préconisations portées par le rapport Jouzel dans les enseignements, quels que soient les enseignements, en droit, en physique, en mathématiques. On va intégrer les préoccupations des transitions climatiques et écologiques. Et puis, bien entendu, nous, dans le territoire breton, on a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on puisse être encore meilleur, notamment tous les domaines de la cybersécurité. Donc on pense à tout cela. Il faut aussi qu'on puisse être très franc par rapport à notre jeunesse, de ne pas non plus les envoyer dans des filières qui ne seraient pas insérantes, sur lesquelles il n'y a pas de boulot derrière. Mais encore une fois, ça laisse toutes les latitudes de choix. Et je pense que les jeunes, les étudiants, mais à partir des collégiens, puisqu'on va orienter depuis le collège désormais, eh bien, doivent pouvoir être des véritables acteurs du changement de demain. Ce pourquoi la culture aussi, on y tient beaucoup, et je sais que notre président ici y tient, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir toutes les ouvertures. On sait fort bien, et quand on regarde des pays qui fonctionnent très bien, que l'éducation artistique et culturelle, par exemple, dès le primaire, est quelque chose qui donne les codes culturels de son environnement. Comment est-ce qu'on appréhende son contexte ? Comment est-ce qu'on appréhende son patrimoine ? Comment on fait vivre tous ces changements qui doivent nous accompagner ? J'ai fait une réponse super longue, c'est ça ? Non, c'était très complet pour le coup. Et je rajouterai une chose, je pense qu'il faut regarder aussi toutes les propositions et toutes les idées qui peuvent être faites avec beaucoup de gentillesse aussi, parce que je pense qu'on est, pardon d'employer ce mot qui peut sembler très décalé du monde, mais je pense qu'il faut toujours imaginer que nous, éducation nationale, et j'y crois très fort en Bretagne, on est des créateurs de destin. Pour créer des destins, c'est une vraie responsabilité. C'est pas tiens, je résous ta formation, je crée ton destin. C'est provoquer des rencontres avec le monde professionnel. Et je vous remercie à tous d'être ici en face. On va vous inviter de plus en plus dans nos collèges, dans nos écoles, dans nos lycées. Je vous en prie, venez. C'est chez vous. Vous êtes nos partenaires. Il faut que vous puissiez être évidemment dans nos univers parce que quelquefois, des jeunes ne croisent jamais le monde professionnel auquel ils aspirent, mais quelquefois, ils aspirent à rien du tout. Donc, rencontrer des professionnels, c'est aussi donner des idées passionnantes, et puis prendre des initiatives qui créent cette culture commune d'ouverture. J'ai vu, je terminerai là-dessus, hier notre président de la République, dans une interview, a dit « ce serait bien que chaque jeune plante un arbre ». Et j'ai vu les réseaux sociaux ironiser un petit peu sur ce truc « oh là, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde ». Moi, vous savez, l'un des plus grands récits qui a beaucoup compté pour moi, c'est L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono. Un type qui, en toute discrétion, va planter une graine après l'autre, en toute discrétion, et va transformer radicalement le monde. Aujourd'hui, il n'y aura pas de grande transformation. Il n'y aura que des hommes et des femmes qui savent planter des arbres. Merci beaucoup. Je retiens cette belle formule, créateur de destin.
Il y a une autre formule un jour qui m'a interpellée, qui était que l'école doit apprendre à devenir. Donc merci pour ce partage. Nathan est notre prochain jeune. Je rappelle Nathan que tu es vice-président de l'étude Rennes 2. Tu as 24 ans et donc c'est à toi. Quelle est ta question ? Merci. Oui, ça marche pas ? Si, c'est bon, ça marche. Donc ma question s'adresse à Emmanuel Cadiou, donc juste à côté de moi. C'est une question donc, par rapport au sens au travail. Donc on voit que parmi les jeunes, il y a de plus en plus une quête pour le sens au travail. Et ça s'est accentué avec la crise du Covid, mais ça va encore s'accentuer sans doute avec la crise climatique notamment, mais avec les crises en général. Et donc qu'est-ce que vous avez à proposer sur le sujet du sens au travail, en plus des raisons d'être, des conditions de travail, des choses qu'on voit souvent? Qu'est-ce que vous avez de plus à proposer sur cette question du sens au travail? Merci beaucoup. Alors, donc Emmanuel Cadiou, je dirige une ETI à Le Cronan, au bout du Finistère, de 700 salariés, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est parti de rien, d'un artisan, on est devenu une PME et maintenant on est une belle ETI. Alors, je pense que déjà, la raison d'être, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui y ont réfléchi. Ils vendent des produits. Et ça n'attire peut-être pas les jeunes non plus de vendre un produit, juste le chiffre d'affaires. Donc il y a déjà une base. On pense que la raison d'être, c'est bateau. Tout le monde en a une, mais je ne pense pas, si on lève la main, combien d'entreprises ont déjà une raison d'être. Alors nous, on a travaillé sur notre raison d'être avec un cabinet de conseil de Rennes qui s'appelle Imatera. Je fais un peu de pub. Et j'ai revu d'ailleurs un ancien de ma promo. Et en fait, une raison d'être, ça doit être vraiment là. Ça doit sortir d'ici. Ça doit sortir du ventre et des artères de chefs d'entreprise, mais aussi des salariés. Et donc, ça ne doit pas se faire n'importe comment, sinon elle n'a pas de sens. Donc, chez Cadiou, on a trouvé notre raison d'être et ça a donné tout un univers de nouvelles solutions, de valeurs, de comportements gagnants. Et ça nous a mis en mouvement. Avant, on faisait des portails et maintenant, on est créateur d'espaces de vie extérieurs. Et ça nous a ouvert, on fait des garde-corps, on va faire des pergolas, on va peut-être créer des jardins partagés. En fait, ça, c'est vraiment utile, une raison d'être. Donc, je pense déjà, il faut y réfléchir et l'utiliser. C'est pas juste un papier qu'on imprime, c'est vraiment quelque chose qui doit vivre dans l'entreprise. Et je pense que les jeunes, quand c'est fait avec congruence et transparence, ils y croient. Enfin, en tout cas, les jeunes de chez Cadiou, ils y croient. Donc, et ils se mettent en mouvement parce que ça leur donne une nouvelle opportunité. C'est beaucoup plus énergisant que de vendre des portails. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être l'affaire déjà, la raison d'être, et y croire. Merci beaucoup. Je précise juste que ce sujet de la raison d'être, on peut l'applaudir. Je me permets de vous préciser que le sujet de la raison d'être sera abordé à plusieurs reprises lors du FEB, notamment avec Alexandre Chrétien de la Convention des entreprises pour le climat et Emery Jacquia de la CAMIF, et qui est également à la tête du comité des entreprises à mission, donc sujet dont on parlera largement lors de ce FEB. Prochaine question, elle est posée par Oscar. Oscar est étudiant entrepreneur fondateur de UNEL. Et je précise, petit moment d'autopromo pour toi, Oscar, que tu es présent sur le stand de Sodero Gestion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ma question s'adresse à nos partenaires financiers, les banques. Quand on est jeune créateur d'entreprises innovantes, une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est l'accès au financement. Et nous, jeunes entrepreneurs, sommes assez surpris du décalage en fait entre le discours, les messages des partenaires financiers privés, dont les banques, et la réalité du terrain. Donc, pour favoriser cette croissance régénérative, il faut des entreprises qui testent, qui innovent et qui osent réinventer ces modèles. Comment est-ce que vous, banques, pouvez nous accompagner au lancement et surtout dans la continuité du développement de notre activité? On sent effectivement une expérience et un vécu. On sait que ce n'est pas toujours évident, facile. Déjà, un premier sujet. On accompagne effectivement des créations d'entreprises, des reprises. Juste un chiffre depuis le début de l'année. Je parle du groupe que je dirige, le Crédit Mutuel Arcal, notamment le Crédit Mutuel de Bretagne. C'est 1000 créations, reprises d'entreprises qui ont été accompagnées depuis le 1er janvier. Donc il y en a. Après, effectivement, derrière cette forêt se cachent forcément des difficultés. On a également la chance, je pense, en Bretagne, d'avoir, au-delà des partenaires financiers, un réseau qui se parle, un réseau qui apporte des solutions. Et je crois que ça, c'est un premier message,
éviter à tout prix l'isolement des créateurs et ne pas hésiter à prendre ce temps d'accompagnement, d'écoute et d'aller voir voilà, plusieurs réseaux et d'avoir cette discussion aussi avec son partenaire financier. Parce que le financement, ce n'est pas toujours d'ailleurs la solution dont le créateur a besoin à l'instant T. Mais j'ai envie de profiter de votre question pour passer aussi un message. L'idéal de la start-up qui devient licorne et qui change le monde, c'est un rêve, mais on sait tous que c'est très très compliqué. Je pense qu'effectivement, vous avez certainement du témoignage du parcours de combattant que peut être la création d'entreprise. Alors je veux pas doucher ou en tout cas dire la création d'entreprise c'est pas bien. Il en faut bien sûr et on va continuer d'accompagner. On va continuer de le faire parce que c'est l'intérêt effectivement collectif, parce qu'aussi c'est dans notre ADN des banques coopératives d'accompagner ces créations. Mais c'est un peu un plaidoyer pour les entreprises que j'ai envie de faire ce matin. Parce qu'il faut, je pense, se garder d'opposer l'innovation dans les startups et les entreprises qui ne bougeraient pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui bougent, beaucoup d'entreprises qui œuvrent à cette transformation. Et ces entreprises-là, elles ont besoin de vous. On a tous besoin de vous pour repenser nos modèles. On sait très bien que ce n'est pas en mettant de l'intention sur nos anciens modèles qu'on va bouger. Il faut absolument qu'on se remette en question. Et pour ça, on a besoin de la jeunesse que vous représentez pour venir avec nous construire ces plans d'action. Parce qu'effectivement, voilà, on a tous en tête qu'il faut absolument qu'on se remette en cause, qu'on réfléchisse différemment au travers notamment d'une raison d'être. Il faut ensuite qu'on se transforme avec des plans d'action très concrets, des plans d'action progressistes, on va dire, avec des étapes les unes après les autres. Il faut certainement qu'on apprenne à s'évaluer, en tout cas c'est le chemin qu'on a pris au Crédit Mutuel Arkéa, de s'évaluer différemment, que le financier ne doit plus être le seul indicateur, surtout pas un indicateur à court terme. Et donc c'est toute cette envie-là de transformation, ce message que je veux vous passer, cette responsabilité elle est collective et tous les acteurs économiques sont concernés, les créateurs bien sûr parce qu'ils feront l'économie demain, mais les entreprises aujourd'hui elles ont aussi vraiment besoin de vous. Benoît Cattel, vous voulez rebondir ? Quelques mots complémentaires. Donc, Benoît Cattel, je suis ravi d'être ici et je salue et bonjour à tout le monde. L'initiative entrepreneuriale, c'est ce qui importe le plus pour une banque qui est dans un territoire. Enfin, ça a été dit. En fait, on a une communauté de destin. Nous, on a besoin d'entrepreneurs, de gens qui innovent, de gens qui créent, et on est sur le même territoire que vous. On veut que le territoire se porte bien, on veut qu'on soit tous en croissance, qu'on rêve de ça, on rêve avec vous. Comment vous dire les choses ? On apparaît avec des limites. Hein. La première, c'est que on gère des risques, hein, et la deuxième, c'est qu'on doit inspirer confiance. Et en fait, l'argent que je vous prête, c'est pas le mien. C'est le vôtre. Et moi, je dois pouvoir le rendre. Et donc, la crédibilité du métier que j'exerce, c'est aussi d'avoir en face de moi des gens qui croient en leur projet. Et souvent, franchement, quand ils l'expriment, c'est super. Se faire aider, se faire accompagner, c'est aussi décisif. C'est-à-dire, c'est structuré au-delà de la colonne vertébrale, c'est se muscler. Et puis, il n'y a pas plus dans les métiers qu'on exerce. Moi, je ne fais pas de la banque derrière un terminal sur des opérations que personne ne comprend. Moi, je fais de la banque avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté d'un collaborateur d'une banque qui vient voir son chef ou son patron, et peu importe, et qui dit « grâce à moi, ce projet-là a existé ». Et à l'inverse, je croise des clients qui me disent sans votre établissement, et peu importe la marque, toutes les banques de la place ont la même vision, sans vous, j'aurais jamais existé, je vous en suis redevable. Vous comprenez que cette fierté-là, c'est-à-dire le pouvoir de dire oui, et après d'accompagner tous les stades, et vous les avez mentionnés, c'est quelque chose, c'est ça le cœur du métier de la banque que nous exerçons, nous ici en proximité, avec vous. Alors on ne fait pas tout bien, bien sûr, des fois on rate, des fois on voit des choses qui partent chez nos concurrents, et des fois on échoue aussi, parce que l'échec d'un entrepreneur, c'est aussi l'échec de sa banque. À la fin, on a une solidarité de destin. Voilà, donc moi je plaide plutôt, je fais plutôt un plaidoyer, et puis dire oui, 60%, là je parle de mon établissement, mais je pense que c'est encore diffusable, 60% des nouvelles entrées en relation avec des
voilà, des entreprises, ce sont des créations d'entreprises chez nous. Il y a 80 000 entrepreneurs individuels sur votre territoire, sur notre territoire de la Bretagne. Il s'en crée tous les jours des centaines, voilà. Et il y en a beaucoup quand même qui sont accompagnés. Et nous, c'est aussi notre fierté, voilà. Et puis un mot sur la Banque Populaire, parce qu'on a été créé, voilà, il y a en 1878. C'était pas très loin d'ici, c'était à Angers. Et vous allez voir, ça résonne parce que ça a été créé par des personnes, des commerçants, des entrepreneurs individuels, des artisans qui ne trouvaient pas dans le système des banques commerciales le financement. Alors, si vous voulez créer une banque, allez-y, bon courage. Mais ce que je veux dire par là, on n'oublie pas non plus ce qu'on est, on n'oublie pas nos racines et on a une vraie communauté de destin avec vous. Voilà, il faut que vous nous aidiez à comprendre vos projets, à nous convaincre. Et franchement, on ne demande que ça, que de vous accompagner. Emmanuel Cadiou, je crois que vous voulez... Merci beaucoup, Benoît Cattel. Ouais. Un petit truc à te proposer. Moi, je suis bénévole au réseau Entreprendre. Donc, c'est un super réseau. Donc, c'est des gens comme moi qui ont déjà passé par les étapes par lesquelles tu vas passer. Et en fait, quand tu es lauréat du réseau Entreprendre, tu as un petit pécule, hein, c'est pas grand-chose, c'est 40 000 euros on te propose en emprunt. Et c'est à taux zéro. Et après, quand tu es lauréat, quand tu vas voir une banque classique du marché, et tout de suite, tu es passé devant un jury de chefs d'entreprise et tu es plus crédible. Et après, au réseau Entreprendre, on va te proposer un coach qui est bénévole aussi, comme par moi ou quelqu'un d'autre, et on va t'aider à être plus clair devant les banquiers, parce que nous, on est passé par là. Donc, réseau Entreprendre. Sinon, il y a la French Tech qui peut vraiment vous aider aussi. Il y a des concours de start-up. Moi, j'ai participé à des concours de start-up en tant que TI. Ça donne tout de suite une crédibilité. J'ai entendu une jeune femme hier à BFM Business. Ils ont créé une start-up à Nantes. Je l'ai rencontrée et tout de suite, c'est plus crédible. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment vous ouvrir à un écosystème. On est hyper intéressé par les start-up, les ETI. On a besoin de vous, c'est vrai. Et donc, voilà, n'hésite pas à aller voir ces gens-là et ça rendra beaucoup plus crédible ton projet. La prochaine question est adressée par Pierre Lenoir, qui est étudiant et CEO de Vileco. D'abord, merci beaucoup d'accueillir les jeunes. Merci beaucoup, monsieur Chenet-Girard, de nous accueillir. Ça nous fait très plaisir d'être là pour pouvoir dire ce qu'on pense. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Donc, c'est Vileco. Moi, je dirige une start-up qui s'appelle Vileco, qui promue, et notre objectif, c'est de développer la nature en ville, de réintégrer cette nature en ville. Et je voulais savoir, on parle actuellement de beaucoup d'îlots de chaleur, le réchauffement climatique est quelque chose qui nous préoccupe. Est-ce que la région Bretagne en fait-elle assez, selon vous? Et est-ce qu'on peut accélérer en faisant des choses simples pour contrer ce réchauffement climatique et rendre les villes plus agréables? Vous avez remarqué que le seul qui n'a pas de micro, c'est moi. Ils ont peur que je prenne trop la parole. Merci de cette question. Ce sujet de l'aménagement des villes, de la transformation des villes est un sujet passionnant qui effectivement nous engage tous. Moi, j'ai eu l'honneur d'être maire. Alors, je ne suis pas maire de Bretagne, je suis président de région, mais les maires, effectivement, ont tous aujourd'hui dans leur réflexion la reconstruction de la ville sur leur ville, la manière de penser la ville pour les années qui viennent avec le changement climatique, pour la vie aussi des concitoyens et notamment les aînés dans les villes. C'est un vrai sujet pour celles et ceux qui réfléchissent à l'aménagement urbain. Et vous avez raison, le sujet des îlots de chaleur et donc des zones dans lesquelles on peut trouver un peu d'air, un peu de fraîcheur, un peu de qualité de vie. C'est un travail de longue haleine qui se met en place avec de la formation d'abord de nos collaborateurs qui peu à peu intègrent dans les propositions qu'ils font aux élus ces nouveaux modèles, et puis les élus qui s'échangent les bonnes idées, qui se rencontrent entre eux, qui voient concrètement les erreurs que l'on a pu faire dans le passé de bonne foi et les obligations de transformation que l'on fait. Moi, très humblement, il y a une vingtaine d'années, j'étais adjoint à l'urbanisme. Quand on faisait un quartier, un lotissement, quand on réaménageait la ville, on ne se préoccupait absolument pas de ces sujets-là. On faisait d'ailleurs du beau goudron pour être sûr qu'on puisse faire du roller, du patin à roulettes ou des activités sans se salir, puisque c'était d'ailleurs demandé par les citoyens d'enlever les gravillons ou d'enlever le sable dans les allées. Il y a 20 ans. Et je me souviens, dans certains quartiers, où quand on laissait un peu de gravillon, on avait des courriers qui nous disaient « mais attendez, ça rentre chez nous, c'est pas propre, le goudron c'est moderne ». Ça semble ringard aujourd'hui, ça a 20 ans.
Aujourd'hui, on enlève le goudron, on remet des surfaces perméables, on plante des arbres, on crée des noues, et même dans les grandes villes et dans les quartiers très denses. Et je crois que c'est une nouvelle manière de penser la ville, mais pour encourager les élus, les maires, et il y en a un certain nombre dans la salle, il faut que les citoyens changent aussi leur regard, que les citoyens acceptent quelques herbes folles, que les citoyens acceptent que ce ne soit pas nickel. Et si on juge le maire sur le trottoir nickel, ou si on juge le maire sur la biodiversité, la qualité de vie globale en ville, ce n'est pas la même chose. Donc oui, les élus doivent continuer à faire des efforts et évoluer, investir, parce que ça coûte aussi des sous, mais les citoyens, dans leur comportement, dans leur manière d'interpeller les élus, dans la manière de s'approprier l'espace public devant chez soi, qui doit être, selon certains, organisé comme un billard, doivent aussi changer leur manière de penser. Voilà, chacun prend sa part et on va y arriver. Merci beaucoup. La prochaine question est adressée par Mathilde Lozac. Mathilde, je rappelle que tu es chef de projet Smart Grid chez Enedis Lab et que tu as 26 ans. C'est ça, merci. Moi, j'ai une question pour Jean-Pierre Farandou, donc sans surprise à propos du train, qui est un moyen de transport décarboné. Et je voudrais savoir comment faire pour rendre ce moyen de transport plus accessible, en termes de coût bien sûr, mais aussi en termes de proximité, pour qu'il puisse être un moteur de la croissance régénératrice. Ok, merci de penser au train, ça me fait plaisir, parce que je pense que le train fait partie des solutions, il ne fait pas partie des problèmes, même s'il y a des choses à résoudre. Moi aussi, un petit mot quand même pour dire que je suis très heureux de participer à ce forum économique breton. Je pense que je le disais au président, ce regard de l'économie vue d'une région et pas n'importe laquelle, qui a une identité très forte, est intéressant. Pour des grandes entreprises comme les nôtres, se frotter au point de vue régional, à la différence régionale, trouver les synergies entre tout ça, voilà, c'est formidable. Voilà, donc c'est un petit mot pour manifester tout le plaisir que j'ai d'être avec vous. Puis deuxièmement, la parole à la jeunesse, effectivement, la jeunesse active quand même, c'est tous des gens qui ont des responsabilités déjà, tout ça. Donc c'est une jeunesse qui a déjà les manettes, là aussi, comme l'a dit Loïc, c'est intéressant. Alors le train. Le train, d'abord, moi j'ai un credo que je porte depuis 1 an et demi presque. Il est simple, parce qu'il faut être simple pour être entendu. C'est doubler. Moi je veux doubler le trafic voyageurs, je veux doubler le trafic marchandises. Pas oublier les marchandises, parce que les camions, il y en a peut-être un peu trop. J'ai rien contre des camions, etc. Mais peut-être faut-il limiter leur croissance et leur utilisation dans nos routes et nos autoroutes. Donc le train fait partie de la solution. Pourquoi ? Vous l'avez dit, il faut le rappeler vite fait quand même, parce que dans la salle, peut-être que tout le monde ne le sait pas, parce qu'il pollue beaucoup moins, parce qu'on a la chance quand même qu'en France, les trains sont largement électriques. Il y en a encore un petit peu de diesel, on s'en occupe, et que l'électricité en France est décarbonée. On serait en Pologne, on serait en Chine, où l'électricité est faite avec du charbon, on serait embêté. Le mix énergétique ne serait pas bon. Nous, on a du bol en France. Les choix énergétiques qui ont été faits et qui continuent à être faits nous produisent une électricité décarbonée. Donc on peut y aller. Le train électrique, il est décarboné. Un voyage en train, pour le voyageur, ça pollue 50 fois moins que le même voyage en voiture. 50 fois moins, vous voyez les échelles. Et 80 fois moins que le même voyage en avion. Donc c'est énorme quand même. Voilà, donc effectivement, chaque fois qu'on peut faire du report modal, au lieu de prendre la voiture, on prend le train, au lieu de prendre l'avion, on prend le train, on fait du bien à la planète. Voilà, donc ça, c'est quand même un truc, ça en termes de comportement, comme l'a dit le président, c'est simple. Voilà, alors maintenant, effectivement, le revers de la médaille, si j'ose dire, il faut que le train soit accessible. Il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait capacité, il faut qu'il soit accessible, etc. Honnêtement, la fonction d'irrigation locale, c'est beaucoup les régions. Les régions se sont emparées du TER il y a déjà des années, elles le font bien. En Bretagne, on le fait très bien. Et même en Bretagne, on va plus loin, c'est que le TGV même, il sert aussi à faire du régional. C'est certainement la région qui a le mieux compris que même le TGV pouvait et devait avoir une fonction régionale. Et d'ailleurs, on a des accords spécifiques. C'est la seule région, la Bretagne, où on a un accord entre la SNCF nationale, voyageurs et la région pour intégrer les TGV, que l'offre TGV trouve complètement sa place dans l'offre régionale, notamment sur le Finistère et sur d'autres destinations. Et Rennes, en fait, est considéré comme un hub d'entrée. C'est pas, on va pas à Rennes, on va en Bretagne, port d'entrée Rennes, et à partir de Rennes, on diffuse plus des directs qu'on organise. Voilà. Donc, la première chose, c'est l'offre. Effectivement, il faut qu'il y ait des trains qui arrivent près de chez vous. On a un réseau de gares assez puissant. Il y a 3000 gares en France, des petites et des grandes. Donc, il y a 70% des Français qui habitent à moins de 5 km d'une gare et 90% à moins de 15 km. Donc, au fond, notre réseau de gares, et je pense que c'est le cas aussi en Bretagne, fait que ce n'est pas si inaccessible que ça. Il y aura toujours ce petit problème des derniers kilomètres, bien évidemment. On y travaille en termes d'intermodalité, le vélo quand on peut. Moi, je crois que la voiture fait partie de la mobilité. Moi, je n'ai pas du tout un discours anti-voiture, mais ce n'est pas la même voiture. Moi, je pense que la voiture de demain, elle sera d'abord électrique, bien évidemment, pas trop chère, il faut essayer, parce que ça, c'est un sujet, peut-être moins grosse.
On a quand même ces SUV 2 tonnes pour transporter quelqu'un comme moi qui fait 70 kg, il y a un petit problème de rendement. Bon voilà, donc c'est pas la même voiture. Il y aura la voiture, c'est pas la même. Quand on arrivera dans une gare, on pourra prendre le train. Dans cette gare, il y aura des chargeurs, donc quand on reviendra, les batteries de la voiture seront chargées. La voiture sera peut-être plus partagée. Pourquoi être propriétaire de sa voiture? Il faut inventer aussi des systèmes de partage. Donc la voiture, oui, mais pas la même. Le vélo se développe beaucoup, mais le vélo, il ne faut pas être naïf. En ville, on y arrive avec des voies cyclables. À la campagne, c'est pas si simple, hein, se balader sur une route nationale ou départementale, on sait bien que la sécurité n'est pas la même chose. Voilà, donc il faut penser tout ça. Et honnêtement, on a un poteau de départ en France qui est pas mal. Si on arrive, alors les régions font le job, en fait, les TER se développent, et là, il faut saluer l'action des régions. Les régions, et la Bretagne en particulier, ont sauvé les trains régionaux. Hein, si on n'avait pas décentralisé la compétence train régional en France, il serait mort. Le train régional serait mort parce que la SNCF n'avait pas les moyens d'investir. Elle n'investissait pas dans le matériel roulant, elle n'investissait pas dans les lignes de desserte fine du territoire. Voilà, donc ça, entre parenthèses, on est dans un débat régional, d'où l'importance de la décentralisation quand même. Hein. Ça marche, la décentralisation. Quand on ose confier une compétence importante à des collectivités comme les régions, elles en font quelque chose. Voilà, donc cette notion de desserte fine, elle est en train de se mettre en place. On est en train d'innover sur les engins. On avait un trou dans la raquette, dans la gamme de matériel. On s'arrêtait à même un Régiolis, un train régional, c'est un gros train encore. Hein. C'est un train qui roule à 160, voire à 200. Bon, on n'avait pas le petit train au fond. On n'avait pas le petit train. On est en train d'inventer des petits trains. On a une gamme qui s'appelle Drézy, qui s'appelle Flexi. Flexi, c'est absolument génial. C'est un engin qui est mi-route, mi-train. C'est-à-dire, en fait, c'est une automobile, une espèce de monospace, hein, qui peut emporter 8 ou 10 personnes sur pneus, mais qui peut s'enrayer et devient un train. Un passage à niveau, on rétracte les roues de la voiture, on fait sortir les roues du train, et hop, ça part sur la voie ferrée. Alors ça, c'est l'alpha et l'oméga, parce qu'avec ça, vous allez dans n'importe quel village de Bretagne, et vous allez chercher les gens, et hop, vous les mettez sur un train. Voilà. Donc on est en train de penser les réponses techniques, j'allais dire, qui vont permettre d'apporter la question que vous posez, de l'irrigation la plus large possible. Et puis cette idée simple, elle n'est pas nouvelle l'idée, mais on voit qu'on tarde un peu à la concrétiser. Ce n'est pas le train à côté des autres modes, c'est le train avec les autres modes. C'est la combinaison des modes, l'intermodalité, c'est le jargon un peu qu'on utilise, c'est absolument décisif ça. Hein, puisque notre vocation, c'est qu'il y ait moins d'usage individuel de la voiture au fond, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens, oui, il y a toujours un petit peu de voiture, mais le moins possible. Et on voudrait aussi éviter qu'il y ait autant de voitures que d'adultes dans une famille. Quoi, hein. Voilà, s'il y avait une voiture par ménage et puis un vélo électrique par ménage, auto-partagé dans le ménage, ça serait bien. Voilà. Après, il y a l'accessibilité tarifaire, il faut aussi en parler. Il faut que le train reste populaire, bien évidemment. Dans le TER, là aussi, le job est fait par les régions. Et honnêtement, elles font le job. Vous avez vu le petit débat là, qui est apparu dans le pays. Bon, j'y reviens pas, tout le monde l'a vu. Bon, honnêtement, on en parlait avec Loïc. Voilà, les régions, n'ont pas attendu. Elles font le boulot. Elles ont des tarifications très attractives pour les jeunes, pour les salariés. En plus, il y a une politique de remboursement quand même qui s'est augmentée. D'ailleurs, la SNCF aussi va le faire. On va rembourser 75% du coût des abonnements pour nos salariés. Quand vous dites 75% de remboursés, il ne vous reste plus que 25%. Hein. Vous voyez, donc au fond, le transport de la vie quotidienne, il va devenir il est déjà très accessible. Il ne faut pas se mentir. Le tout, c'est de le rendre plus intermodal, plus intégré, etc. Et là encore, la Bretagne est un exemple avec Bresgo, etc. Il y a des coups d'avance en Bretagne là-dessus. Bon, voilà. Reste le TGV. Le TGV, il y a un débat sur le coût du TGV. D'abord, le TGV, on va le dire, ce n'est pas un service public. Le TGV, moi, j'ai aucune subvention sur le TGV. Hein. Bon, et donc, il faut que le TGV il gagne sa vie. Moi, je suis un patron d'entreprise aussi. Il y en a quelques-uns dans la boîte. Moi, je ne peux pas vendre en dessus de mes coûts. Hein. Et mes coûts, j'ai pas de chance, ils augmentent. Comme les vôtres. L'énergie. Il est où, Enedis? Bon, c'est pas sa faute. Hein. Voilà. L'énergie, les salaires. Moi, j'ai dû augmenter mes salaires. Etc. Enfin, la matière première, le coût des rails, l'acier, parce que l'énergie, il y en a partout. Voilà. Donc, les coûts augmentent. Quand vous avez les coûts qui augmentent, si vous ne répercutez pas sur le client, c'est vos marges qui diminuent, hein, c'est mécanique. Hein. Mais les marges, elles peuvent diminuer, mais enfin, il y a une limite. Sinon, vous ne pouvez pas passer en perte. Vous voyez, donc c'est compliqué. On n'a pas de bol en ce moment. C'est que quand vous produisez un service, il coûte plus cher à produire. Bon, comment on fait avec ça? C'est pas simple. Je crois qu'il faut rester attentif. Au fond, il faut une approche sociale, commerciale. Il faut combiner les deux sujets. On sait qu'il y a des Français qui ont un problème de pouvoir d'achat. C'est vrai. Il y a des retraités qui ont des problèmes. Il y a des jeunes, quand on est jeune étudiant, on n'est pas riche. Hein. Il y a des familles parfois, parce qu'un billet de train tout seul, ça va. Quand vous rajoutez papa, maman, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, aller-retour, même si c'est 50 €, ben, fois 5, 250. Quoi, hein. Voilà. Et si vous faites l'aller-retour, ça fait 500. Tout à coup, l'aller-retour pour aller, je sais pas quoi, à Paris, 500 €. Waouh, dites, c'est pas possible ça. Vous voyez, donc j'en suis conscient.
Donc il faut qu'on arrive à trouver, là-dessus peut-être qu'on peut évoluer en inventant des tarifications qui combinent l'aspect commercial, de promotion, et l'aspect social, pour que les gens qui n'ont pas trop de sous, on est une entreprise publique, moi ça ne me choque pas qu'on ait aussi une dimension sociale dans la manière dont on exprime nos prix. Voilà, donc il faut qu'on trouve un peu tout ça. Après il y a les capacités, c'est un sujet. Là sur le TGV, on est pris par les commandes industrielles, elles sont passées. Pour le moment, on n'a pas plus de TGV, donc on ne peut pas mettre plus de trains. À partir de l'année prochaine, Alstom va nous livrer des rames, on va commencer progressivement à pouvoir augmenter les places. Voilà. Il faut que le TGV soit populaire. Vous vouliez compléter, Loïc Chéné-Girard? Voilà. Moi, je voudrais d'abord, te remercier pour la présence ici et l'excellence du travail entre SNCF et la région Bretagne. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est saturé dans les trains, donc la région va acheter des rames, on l'a annoncé, pour suivre la croissance du trafic. Mais les entrepreneurs sont là, ils m'interpellent tous les jours, et notamment dans le Finistère. Il faut travailler pour que, au-delà de Rennes, il y ait de la place dans TGV. Et donc, moi, je pense qu'il faut... Il en est conscient, mais je suis sûr qu'il va nous donner des réponses. Nous avons besoin que TGV, qui va jusqu'à Brest et à Quimper, grâce à l'excellence du contrat qui avait été signé par Jean-Yves Le Drian et la SNCF, et qui va être re-signé dans quelques mois, puisse permettre de trouver des places et qu'on ne se retrouve pas avec des chefs d'entreprise qui viennent en voiture à Rennes pour trouver de la place pour prendre le TGV vers Paris. Ça, c'est pour la SNCF, pour toi. Et puis vive les TGV M. Si un jour les TGV M viennent en Bretagne avant d'aller ailleurs, puisqu'on est très bon élève, j'en serais ravi. Si les opérateurs de téléphonie mobile sont là, qui nous mettent de la 4G tout le long des TGV. Parce que là, la signature avec Jean-Marc Ayrault du pacte d'avenir pour la Bretagne, ça a 10 ans, chers amis. Et il y a 10 ans, on disait, dans 3 ans sera réglé. Ça fait 10 ans. Il faut de la 4G tout le long, et pas que à Rennes. Il faut de la 4G jusqu'à Quimper et jusqu'à Brest. Et là, le TGV sera un bureau, comme le TER sera un bureau, et on pourra vraiment se dire qu'on aura changé de vie. Voilà. Merci beaucoup. Petit point sur l'heure, il nous reste 10 minutes, on a encore 2 questions. Martin, je te donne la parole dans un instant parce qu'il y a le sujet de l'agriculture qui est essentiel. Juste avant, je tenais à vous préciser qu'un jeune n'a pas pu être là aujourd'hui. Il s'agit d'Erwan Souquet, il a eu malheureusement un petit imprévu et il vous salue. Erwan est en contrat d'engagement jeune et je vais donc être la porte-parole de sa question. La question est adressée à Jean-Philippe Lamarcade. Étant donné qu'il y a d'autres acteurs entreprises, je vous invite par la suite à rebondir. Voici sa question. Comment facilitez-vous l'intégration de personnes en difficulté et ou éloignées de l'emploi? Avez-vous des parcours spécifiques pour des personnes aux histoires ou aux parcours personnels un peu chaotiques? En tout cas, merci pour la question. Désolé qu'il n'ait pas pu être là. Enedis, donc nous, on est partenaire pour la 4e fois du Forum économique breton. On est le service public de la transition écologique. On gère l'intégralité du réseau électrique en France. Et on a une mission de service public. C'est une mission qui est dans notre ADN. C'est pas qu'un papier de responsabilité ou d'entreprise à mission. C'est vraiment la manière dont on veut agir. Et quand on fait notre mission, on est obligé de la faire dans les territoires où on est présent. C'est extrêmement important d'agir avec les territoires et d'agir avec les hommes de ce territoire et d'agir en collectif avec l'écosystème de ce territoire. Et on est ravis que le Forum économique breton ait pris la thématique de l'entreprise régénérative. On est, comme certains acteurs ici autour de la table, la SNCF notamment, dans la Convention des entreprises pour le climat dans l'Ouest, on est en train d'écrire notre feuille de route régénérative. Et cette feuille de route régénérative, c'est finalement pas que comment on accompagne la transition écologique et donc comment on préserve la planète, c'est aussi comment on accompagne les hommes sur les territoires où on est présent et comment on porte aussi les valeurs qui sont les nôtres et comment on partage cette valeur. Et cette thématique de l'inclusion, c'est exactement ça. On ne peut pas agir dans un territoire en disant régulièrement qu'on a du mal à trouver des ressources pour faire face à notre activité et ne pas s'intéresser aux gens qui n'ont pas d'emploi ou qui sont éloignés de l'emploi sur le territoire. Et pour ça, on a besoin de 3 choses. Parce que cette année, nous, on va réussir un exploit pour la première fois. On va réussir à recruter sur 74 personnes qu'on va recruter cette année. On va en recruter 22 qui sont sans diplôme. Et ça, c'est un véritable tour de force. Et ce tour de force, on le réussit parce que le collectif breton, il est présent, il s'intéresse au sujet, il est au rendez-vous. La première étape, c'est de réussir à détecter ces jeunes, ou détecter ces non-jeunes, parce qu'il y en a, ils ont 50 ans, ils sont aujourd'hui sans emploi. Nous, entreprises, on est incapables de les trouver, parce que tout ce qu'on sait faire, c'est aller dans des forums d'emploi, mettre des annonces dans Ouest France, le Télégramme. Ces gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont éloignés de l'économie,
ils ne lisent pas ces annonces. Et donc pour les trouver, on a besoin du tissu associatif, on a besoin de la Fondation Agir contre l'exclusion, on a besoin d'une association comme WeCare sur Rennes qui va les chercher, qui nous les amène, qui nous les présente, qui les prépare aussi, parce que s'ils ne les préparent pas, on va les recevoir en entretien, ça va être une boucherie. Vous l'avez tous fait, donc vous savez de quoi je parle. Et puis il faut aller les chercher le plus tôt possible. Je sais, Monsieur le Président, que ça vous tient à cœur. On va les chercher aujourd'hui en 3e. Et on les amène, les classes de 3e des quartiers défavorisés, des quartiers éloignés, on les amène dans notre entreprise pour leur montrer nos métiers, pour leur dire, voilà, intéressez-vous à l'école, il y a des choses à faire. La deuxième étape, c'est de les former, parce qu'une fois qu'on les a détectés, ils ont quand même un socle de connaissances qui est quand même assez éloigné de ce dont on a besoin pour travailler dans l'entreprise. Et pour les former, là aussi, on a besoin du collectif breton. On a évidemment besoin de l'académie, et donc on travaille avec les lycées pour avoir des bacs colorés réseau électrique, donc des bacs de techniciens électriques, mais ils sont colorés sur nos métiers. Et on travaille aussi avec les chambres de commerce et des gens comme l'IRTEC à Quimper pour former des gens qui ont envie de se reconvertir, des boulangers qui veulent découvrir le réseau électrique, qui sont prêts à le faire. Et donc, on a grand plaisir à ça. Et quand ils sont formés, on pourrait croire que l'étape s'arrête là, mais pas du tout. Parce que ce n'est pas le tout de les embaucher, encore faut-il que ça réussisse. Et on a eu, dans les années passées, on a eu des exemples. Moi, j'ai connu, quand j'étais jeune cadre, on a eu les écoles de la deuxième chance. En fait, personne n'est resté dans l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas adaptés, ils n'étaient pas prêts à s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on se fait aussi accompagner par des associations pour préparer les collectifs de travail à accueillir quelqu'un qui n'a jamais travaillé ou qui a travaillé dans un monde très différent, et puis préparer le manager, préparer la personne. Il faut miser sur le tutorat, il faut les accompagner, et il faut que ça soit plutôt long terme. Et en tant que dirigeant, je crois que c'est important aussi qu'on soit aligné, tête, cœur, corps. Entreprise à mission, ce n'est pas un papier, c'est un véritable engagement, c'est tribal, c'est comment on y va, et il faut montrer l'exemple, et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. On pousse nos salariés à s'investir dans le mentorat. Moi, je suis devenu mentor cette année. Mon adjoint, Frédéric, qui est présent dans la salle, est devenu mentor aussi. On travaille avec Unicité. Et c'est finalement comment on crée un pont, grâce à ces associations, avec des jeunes qui sont aujourd'hui dans des quartiers défavorisés, très loin. Ils sont dans des environnements de travail. Moi, je suis un jeune. Je peux vous dire que son environnement familial, il n'a jamais connu l'emploi de près ou de loin. Et donc, il a envie de s'investir. Il a de la compétence, il a de l'énergie. Et bien, moi, avec mon tissu relationnel, je peux l'accompagner, je peux faire en sorte que dans 3 mois, dans 6 mois, il sera en apprentissage. Là, je suis ravi pour lui. Il fait sa rentrée en tant qu'apprenti dans un bac pro. Et bien, il reprend goût à l'entreprise, il reprend goût à l'emploi, et ça, c'est super. Merci beaucoup. On va passer directement à la question de Martin. Martin, tu es donc agriculteur, tu as 27 ans, tu as un parcours un peu particulier parce que tu as été notamment chef de produit dans le groupe d'Aussi branche agriculture. Tu as fait un passage en Nouvelle-Zélande avant de reprendre la ferme familiale. Juste pour illustrer ton parcours qui est assez complet, je te laisse poser ta question. Oui, si ça fonctionne. Donc déjà, bonjour à tous. Merci de nous accueillir, de parler des sujets des jeunes et aussi des sujets agricoles qui sont vraiment transversaux pour tous les métiers. Et donc j'ai une question à poser à Monsieur le Président de région. On a un métier avec beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, le dérèglement climatique, les intrants, les matières premières qui explosent, avec les marchés aussi qui fluctuent fortement, comme rarement on a connu. Mais il y a une révolution qui est un peu plus silencieuse, qui est celle des départs à la retraite des agriculteurs et agricultrices. Dans 10 ans, la moitié de ces derniers partent à la retraite. Donc, que fait la région Bretagne pour installer les jeunes agriculteurs? Est-ce qu'il y aura assez de jeunes agriculteurs? Et l'autre question aussi, c'est pour les intervenants bancaires, c'est comment vous allez réussir à financer aujourd'hui une exploitation avec qui vaut aujourd'hui 1 million d'euros, 1,5 million pour des marges qui sont difficilement calculables sur plusieurs années en fonction des coûts qui évoluent. Donc, première question pour Monsieur le Président et puis ensuite pour mes amis banquiers. Je vais faire très court, comme ça je vais donner un... Bravo. Je vais faire très court parce que je voudrais donner un droit de réponse à Jean-Pierre Farandou que j'ai interpellé. Sans droit de réponse derrière, c'est un peu raide. Donc je vais faire court. D'abord, bravo pour l'engagement, bravo pour ce parcours. Moi, je trouve que c'est inspirant pour la jeunesse et inspirant pour nous qui luttons pour l'avenir de l'agriculture. La Bretagne a un avenir considérable dans l'agriculture, dans le bien manger pour tous, dans la capacité à participer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et le pari, l'enjeu, c'est que les agriculteurs vivent bien, vivent décemment de leur métier.
Et 2, qu'on ait l'agriculture la plus performante au monde au niveau de sa capacité à intégrer les enjeux du vivant. Et de par votre âge, de par votre parcours, vous avez forcément intégré tout cela dans vos équations avec toutes les impasses, toutes les difficultés, tous les essais-erreurs qu'il faut faire. Mais moi, je suis confiant, on saura trouver les solutions pour nourrir l'humanité, condition d'ailleurs de maintien de la démocratie pour l'Europe, et puis du respect de la biodiversité, du vivant et du climat. Et nous adapter à ce climat qui change. Pour les jeunes, il y a 2 choses. D'abord, il faut bien parler de l'agriculture. Je ne le dis pas à vous, je le dis à nous. Il faut qu'on parle bien de l'agriculture à tous les niveaux, et notamment dans les médias nationaux. Parce que si on ne parle pas bien de l'agriculture, comment voulez-vous que des jeunes s'embarquent dans une aventure de 30 ans, 40 ans, 45 ans, investissent des millions pour pouvoir se lancer dans un job qui serait décrié? Les Français aiment les agriculteurs. Mais malheureusement, l'impact médiatique par moment est tellement négatif qu'on a l'impression que le problème, c'est l'agriculteur. Il faut vraiment transformer ça. 2, il faut avoir conscience qu'un agriculteur qui s'engage aujourd'hui partira en retraite en 2070, 2072. C'est quand même un pari extraordinaire, parce que nous avons un climat qui va changer quoi qu'il arrive pour les 40 années qui viennent. Donc les changements à opérer sont considérables. Et en plus, il faudra sortir du pétrole, du charbon, et donc des produits qui sont issus des matières fossiles, y compris certains engrais. Et donc on voit bien qu'il va falloir faire des chocs de changement considérables. Et pourtant, vous êtes là. Nous accueillons en Bretagne plus de 600 à 700 jeunes par an qui s'installent. 600 à 700. C'est extraordinaire. C'est la région de France qui installe le plus d'agriculteurs, dans tous les métiers, dans l'animal comme le végétal. D'ailleurs, au passage, la Bretagne, c'est bien et l'animal et le végétal. Donc ce que nous devons faire, et on en parle très souvent avec le recteur Etis, c'est 1, l'orientation, travailler l'orientation, expliquer la fierté de ces métiers, la diversité aussi de ces métiers. 2, faire en sorte que les lycées agricoles se transforment, publics et privés. Et on a un réseau en Bretagne qui est extraordinaire, très dense, un des plus denses de France. On doit continuer à les accompagner avec des investissements forts. Si la ferme pédagogique dans le lycée est ringarde et date des années 70, comment voulez-vous qu'on forme des jeunes gens pour leur dire bah, vous, dans votre exploitation, il faudra faire différemment de ce qu'on fait dans le lycée? Ça ne peut pas marcher. Et puis 3, qu'on soit capable dans la société d'intégrer ce sujet de l'alimentation comme un sujet prioritaire, parce que, sauf à ce qu'on trouve une autre solution, c'est la base de notre capacité à vivre ensemble. Donc on va continuer à pousser. Le slogan de la région, c'est 1000 installations par an. 1000 installations par an, c'est la condition pour garder le modèle, et notamment de garder des fermes familiales où les agriculteurs sont propriétaires de leur outil de travail. Moi j'y crois, on croit en vous, et encore une fois, l'exemple que vous donnez, y compris d'un parcours avant de s'installer, est à mon avis inspirant pour en parler dans les collèges et dans les lycées pour donner envie aux autres. Anne Le Goff, je vous laisse réagir sur le volet financement. Oui, et peut-être compléter, complètement aligné, bien sûr, avec ce que vient d'indiquer Loïc Chenet-Girard. Sur le financement, alors, la filière agricole au Crédit Mutuel de Bretagne, elle est clé, elle est historique. On n'existerait pas sans ces agriculteurs qui ont imaginé, Benoît Cattel le mentionne également pour Banque Populaire, qui ont imaginé de se mettre ensemble pour trouver des financements. C'est vrai que les enjeux aujourd'hui sont multiples. Cette capacité à trouver des moyens de financement, c'est un élément important, et il faut qu'on commence à réfléchir là aussi différemment entre le foncier et l'exploitation. Il y a des choses que l'on sait faire. Et la dimension environnementale, bien sûr, effectivement, sur la durée, qui est un paramètre clé. Aujourd'hui, et je voulais illustrer, peut-être rebondir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, en disant qu'il faut qu'on réfléchisse différemment, qu'on se mesure différemment. On a eu cette réflexion sur encore une fois, cette filière agricole très très importante pour nous. C'est 3 milliards de financement de l'agriculture que l'on porte dans notre bilan au Crédit Mutuel Arkéa. Et la crainte qu'on pouvait avoir, de dire, mais finalement, en termes d'impact environnemental, c'est désastreux. On a fait l'exercice de se mesurer différemment, de mesurer la performance extra-financière de cette filière agriculture. Il se trouve que quand on regarde l'impact environnemental, l'impact sociétal, la somme des deux, même si je vais y revenir, il ne faut surtout pas sommer, elle est largement positive. Et ça a été un message très très enthousiasmant pour toutes ces parties prenantes, de dire l'impact sur justement le territoire, sur cette capacité à nourrir non seulement le territoire, mais bien au-delà, parce qu'on sait la capacité de l'agriculture bretonne à s'exporter, c'est un élément déterminant positif. Et donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de dire on compense les deux. Non, il faut qu'on progresse ensemble sur les deux volets, le volet environnemental et le volet sociétal. Et à partir de cette façon de se mesurer différemment, eh bien, justement, on vient imaginer
construire ensemble des solutions. Je prends l'exemple de la méthanisation, par exemple, on imagine des choses, mais aussi ne serait-ce que la mesure des exploitations. Comment nous, banquiers, on peut, en discutant avec les exploitations, dire faisons ensemble la mesure du bilan carbone de l'exploitation et essayons d'imaginer la modalité de financement, les travaux à faire à côté pour que tout ça progresse dans la durée. Et voilà, et on trouve effectivement des solutions à imaginer. Hein. Tout n'est pas fait, tout n'est pas terminé, mais en tout cas, on est très, très motivés. On est heureux aussi d'accompagner ces agriculteurs et on va tout faire pour imaginer ensemble des solutions pour effectivement que cette filière continue d'être un levier puissant en Bretagne. Benoît Cattel, je vous laisse compléter en 2 minutes et ensuite on conclura. En 2 mots, hein, puisque c'est complètement raccord. Le bouleversement que vous vivez, hein, et sur lequel on est tous partie prenante en fait, hein, est quelque chose qui me semble être essentiel pour notre avenir collectif. Voilà. En Bretagne, c'est là où il s'installe le plus d'agriculteurs. C'est la région, on a 8000 nous agriculteurs qu'on côtoie. C'est des gens qui ont... Alors d'abord, ils sont multiples. Je ne sais pas parler de l'agriculteur, quoi. Parce que c'est en fait plein de couloirs, enfin vu de chez moi, hein, un petit peu différents, quoi. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais c'est vous qui allez fixer le là, et on veut le fixer avec vous, sur la transition. L'économie régénératrice, elle commence par là, quoi. Ça commence par comment on valorise le sol, le carbone qui est dans le sol, qui finit dans nos assiettes, comment... Voilà, donc... mettez de la matière grise là-dessus, challengez-nous, quoi. Parce que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et je pense que les solutions, elles sont multiples. Hein. Ça ne peut pas être que du privé, ça ne peut pas être du public. Il faut donner faut que vous, quand vous allez partir en retraite un jour, vous ne soyez pas dans des choses qu'on entend hein, parfois aussi sur ce qui se passe dans le monde agricole. Voilà, c'est un souhait et on a vraiment envie de faire ça aussi collectivement avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, vas-y Martin. Ouais, juste je rebondis sur un lapsus qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui on a parlé, là je m'adresse aussi à l'académie, de beaucoup d'agriculteurs. Mais un challenge aussi, c'est d'avoir des agriculteurs et des agricultrices. Oh oui. Très très rapidement parce qu'on enchaîne juste après, je vous laisse répondre. Non, mais je réponds tout simplement pour l'importance, effectivement, le président l'a souligné, de l'orientation et de la présentation des métiers. Quand j'insistais tout à l'heure sur le fait que vous étiez bienvenus dans les établissements scolaires, moi je vais vous dire un truc. On a en Bretagne 45 000 profs en tout, premier degré, second degré. Allez voir vos enseignants à côté de chez vous. Moi, mon rêve, vous savez, j'en ai marre que les médias parlent systématiquement du monde de l'agriculture, du monde de la banque, du monde de l'éducation nationale. Est-ce qu'on ne peut pas faire un monde commun où on soit tous amis, comme autour de cette table les uns avec les autres? Moi, j'ai lui laissé ma carte de visite en partant là. Vas-y, viens à l'école. Mais faisons-le ensemble, soyons tous amis. Si vous n'avez pas dans vos relations un prof, c'est un vrai sujet. Et je dis la même chose à mes enseignants. Si vous n'avez pas dans vos relations un chef d'entreprise quel qu'il soit, ou une chef d'entreprise quel qu'il soit, c'est super important. Parce que c'est aussi comme ça qu'on transforme le défi, aussi pour les futures agricultrices, et j'y crois beaucoup. Donc, oui, portons ensemble cet idéal pour notre jeunesse, mais vraiment ensemble. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. L'importance de s'écouter, de se parler, de se comprendre, de vivre ensemble, de réfléchir en collectif et en collaboration. Merci à l'ensemble, à chacune et chacun d'entre vous d'avoir participé, d'avoir accepté de relever cet exercice. Je pense qu'on peut les applaudir. Au travers des questions, des sujets qui ont été abordés, vous avez un petit aperçu des thématiques qui seront abordées pendant ces 2 jours lors du FEB, avec notre boussole, hein, vous l'avez compris, qui est la croissance régénératrice. Ces sujets seront abordés lors de différents temps forts, les grands plateaux, les plénières, également les labs. Je vous précise aussi que vous pouvez visiter le village, qui est vraiment un espace de rencontre privilégié entre les acteurs économiques, publics et privés. Il est ouvert à tout moment. N'hésitez pas à y aller, particulièrement pendant les temps de pause et pendant le déjeuner. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente 4e édition du FEB. J'aurai plaisir à vous retrouver aujourd'hui et demain dans le cadre de différentes plénières. Très bon FEB à vous. Il fallait lui laisser un mot aux collègues de la SNCF. Pardon ? Que le patron de la SNCF puisse dire un mot sur les trains. Il faut qu'il réponde. Jean-Pierre. Ah, pardon. Jean-Pierre, je t'ai interpellé un peu lâchement et si t'as pas de quoi répondre derrière, c'est un peu dommage.
que tu puisses répondre quand même, que Monsieur tu m'envoies Ferrandou, pas ça sera derrière. le mot de la fin. En 2 minutes, je me permets, sinon c'est pas très correct. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup d'honneur. D'abord, j'ai trouvé le débat passionnant avant de répondre aux questions posées. J'ai trouvé le débat passionnant parce qu'en fait, c'est toutes les facilitateurs, c'est le mot anglais qui me venait, c'est pas bien, enabler, c'est tout ce qui est nécessaire, les compétences, c'est la formation, le financement, l'envie, c'est le sens, la mobilité, parce que si ça bouge pas, on n'y arrive pas. L'agriculture qui est en soi, bien sûr, c'est le vivant, et puis c'est très spécifique en Bretagne, donc au fond on est passé au travers, le verdissement, on a parlé de nos espaces, enfin voilà. Tout ça, c'était bravo pour les sujets, c'est les bons sujets. Et c'est très rassurant aussi de voir des jeunes gens, au fond, s'impliquer, s'intéresser, challenger sur ces sujets. Bon, sur les questions posées, on a des ennuis de riches, entre guillemets. Les gens ont envie de prendre le train. Génial, formidable, hein, on va pas se plaindre. On n'a jamais transporté autant de personnes dans les trains. Je pense que cet été, on va battre les records. Dans la Bretagne, fera partie du record. Je crois qu'on a 23 millions de personnes qui vont être transportées cet été. On était à 22 l'année dernière. On dépasse largement 2019. Enfin, voilà, les Français bougent et choisissent beaucoup de trains pour voyager. Formidable. Et la Bretagne en est l'exemple. L'offre est bonne. Hein. C'est vrai que l'effet grande vitesse joue. Même le Finistère n'est pas si loin, etc. etc. Donc, formidable. Donc, on a des problèmes de capacité, c'est vrai. Faut faire avec, parce que là encore, les réalités industrielles s'appliquent. Je ne peux pas aller dans la succursale du coin de chez Alstom acheter des TGV déjà construits. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. On a passé un contrat avec Alstom. Les rames vont arriver fin de l'année prochaine. Alors c'est 1 à 2 par mois. Il faudra 1 an à peu près pour avoir une vingtaine, trentaine de rames. Et c'est à partir de là qu'on pourra commencer à forcer les trains. Voilà, donc c'est une réalité industrielle. Donc rendez-vous au FEB l'année prochaine pour des annonces sur les rames en Bretagne. C'est promis. Si la demande est là, non mais attention, ça se reboucle, hein, ça se reboucle. Parce que moi, faire rouler les trains vite, ça ne m'intéresse pas. Hein. Attention, il faut que ça se reboucle. Parce qu'il y a d'autres endroits, je ne dis pas la Bretagne. On me demande de mettre des trains, quand je les mets, ils ne sont pas remplis. Donc, mais nous, on va les remplir, Si en Bretagne, tu me promets que s'il y a des trains, ils seront remplis, si on est tous d'accord sur ce concept, c'est bien volontiers qu'on augmentera les capacités. Merci à toi.